Ce cas clinique, c'est une dame qui a 40 ans, qui n'est pas fumeuse, assistante de direction, qui consulte pour des symptômes respiratoires d'installation brutale évoluant depuis 3 jours. Et comme symptôme, vous avez la toux et des crachats purulents. Je n'ai pas mis l'abondance. La dame dit qu'elle tousse et qu'elle crache, donc purulent. Et ces symptômes respiratoires sont accompagnés d'une asthénie, d'une fatigue en fait. À l'examen, la température est à 38,3, la fréquence respiratoire à 22, la fréquence cardiaque est à 100 par minute, la tension artérielle est à 120/80. Et pour les pneumologues, c'est bon de rajouter la SpO2. Je crois que rien n'empêche, pour les pneumologues, d'avoir un saturomètre et de prendre la saturation. Le faciès est toxique, à l'auscultation, des râles crépitants à peine perceptibles de la base droite, mais il faut savoir les écouter. Donc il fallait descendre le plus bas possible, essayer de descendre le plus bas possible et demander au patient de bien respirer, de bien inspirer surtout. Le reste de l'examen physique est normal. Alors, vous voyez que finalement, dans une vignette comme ça, il y a quand même des mots-clés. On vous a parlé tout à l'heure du tabagisme. Vous ne pouvez pas vous passer de la notion de tabagisme. Elle existe, elle n'existe pas. Automatiquement, il faut la signaler. Les comorbidités, alors c'est trop bas, moi je vois. Les comorbidités, la même chose. Et puis tout ce qu'on peut utiliser comme renseignement qui va peut-être nous servir à orienter le diagnostic. Et voyez ce que j'ai mis en bas, la notion d'un voyage en Arabie Saoudite. Donc c'est une dame qui revient de la Umrah, mais il y a 3 mois. Et j'ai fait exprès parce que je savais que notre ami Achour allait parler du MERS, du coronavirus. Alors, quelle est votre démarche? Quelle est votre démarche? Il ne faut pas aller directement vers le diagnostic. Il faut essayer de se retenir un peu et de ne pas faire un diagnostic dès que vous avez une vignette comme ça. Alors la démarche, je pense à quoi? Quel est l'élément qui va permettre de vous orienter le plus vers un diagnostic ici? Il est certain que je suis devant une symptomatologie respiratoire. La toux, on peut la rencontrer dans des centaines d'infections respiratoires, aussi bien respiratoires hautes que respiratoires basses, on est d'accord. Donc, si je ne tenais compte que de la toux, je suis un peu piégée là, je n'avance pas. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe au niveau des voies respiratoires. Est-ce que les crachats purulents vont m'orienter un peu plus? Crachat purulent, ça peut être haut et ça peut être bas aussi. Donc, c'est bien, c'est un élément de plus. Bon. Ensuite, quel est l'élément qui va... Les râles. D'abord la fièvre, pour dire que je suis quand même devant une infection. C'est vrai que pour le spécialiste, pour le généraliste, quand on a une fièvre, partez du principe que la fièvre c'est infectieux. Pour le spécialiste, toute fièvre n'est pas d'origine infectieuse. Je peux avoir un lymphome, avoir une fièvre. Je peux avoir une POC ou une BOUP, et je peux avoir une fièvre. Mais, de principe, d'abord, je suis dans l'infection. Donc, ma première étape, c'est de dire, c'est une infection respiratoire. Toux, expectoration, fièvre. Et puis, vous avez un autre élément qui va effectivement vous permettre de faire la différence entre une infection respiratoire haute et une infection respiratoire basse. Et c'est les râles crépitants. Donc toute anomalie auscultatoire doit faire penser à une infection respiratoire basse. Donc votre démarche, c'est de dire d'abord, est-ce que je suis devant une infection respiratoire? Et vous avez assez d'éléments pour le dire. Maintenant, est-ce que je suis devant une infection respiratoire haute ou basse? Et troisième question, si je suis dans la basse, eh bien dans les infections respiratoires basses, vous avez combien de types d'infections chez l'adulte? Vous en avez combien?
Vous en avez 3. Bronchite, exacerbation de la BPCO et la pneumonie. Voilà. Alors voilà, vous avez donc les voies respiratoires hautes, les voies respiratoires basses. S'il faut retenir quelque chose, pour faire la différence, si vous voulez, sur le plan du principe simplement, c'est de dire que les voies respiratoires hautes, généralement, d'abord, elles sont plus fréquentes. On est d'accord. Elles sont plus fréquentes, elles sont le plus souvent d'origine virale, et elles sont le plus souvent bénignes. Et c'est pratiquement l'inverse pour les infections respiratoires basses. Elles sont moins fréquentes. Quand on a une infection respiratoire basse, de principe, on pense à une infection bactérienne, et on verra pourquoi après. Et ensuite, partez du principe qu'une infection respiratoire basse, c'est pas bénin. Et surtout quand on est devant une pneumonie. Alors donc, une IRA basse, c'est la présence d'une toux, avec ou sans expectoration, la présence associée à au moins un signe fonctionnel ou physique d'atteinte des voies aériennes inférieures. Donc ça peut être une dyspnée, une douleur thoracique, un sifflement. La douleur thoracique suggère une atteinte respiratoire basse. Et puis il faut qu'il y ait associé également un signe général qui suggère une infection, comme une fièvre, mais vous allez voir que ce n'est pas obligatoire, une fièvre. Ça peut être remplacé par des sueurs, des céphalées, arthralgies, un maux de gorge ou un rhume qui est associé. Alors, les IRA basses chez l'adulte les 3 IRA basses posent des problèmes différents. Et donc, elles vont aboutir, elles vont déboucher aussi sur des attitudes différentes en matière d'antibiothérapie. Les bronchites aiguës, elles sont d'origine virale dans pratiquement plus de 90% des cas. Elles peuvent être d'origine bactérienne. On peut avoir une bronchite d'origine bactérienne, mais pas aux germes pyogènes, aux bactéries atypiques. Vous pouvez avoir une bronchite aiguë à Mycoplasme pneumoniae, à chlamydier. Mais en fait, on les met dans le même sac que les bronchites d'origine virale parce qu'elles ont une évolution autolimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de traiter. Que vous ayez une bronchite d'origine virale ou une bronchite liée à un germe atypique, le résultat est le même. On ne donne pas d'antibiotiques. Vous voyez la différence? Virale, c'est exclu que je traite par des antibiotiques. Bactérienne, même si elle est bactérienne, l'évolution est autolimitée, c'est-à-dire que ça va disparaître spontanément. C'est des pathologies bénignes qui disparaissent spontanément. L'exacerbation aiguë de la BPCO. Autant la bronchite aiguë, c'est le sujet sain, dans l'exacerbation de BPCO, c'est une bronchite aiguë chez le sujet qui a déjà une BPCO. Le diagnostic est facile à faire. Elle est d'origine bactérienne dans la moitié des cas. Donc on passe de 0% à 50%. Et le problème pour nous, c'est d'aller identifier justement les patients qui vont nécessiter une antibiothérapie. Est-ce que c'est simple? On a essayé de simplifier, et pour ça on a des recommandations. On a non seulement les recommandations de la SPILF et de la SPLF, mais aussi les recommandations du GOLD. Donc le GOLD, c'est le consensus sur la BPCO. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous avez finalement 3 signes, 3 situations pour aller mettre le malade sous antibiotiques. Ce sont les patients, qui ont, au moment où ils se présentent, une augmentation de l'expectoration, une augmentation du volume, une purulence ou une augmentation de la purulence de l'expectoration, et puis une dyspnée, une augmentation de la dyspnée. Deuxième situation, vous avez 2 signes sur 3, mais à condition que la purulence des crachats soit inclue dans ces 2 signes. Et troisième situation, c'est quand le malade nécessite une ventilation. Là, vous ne réfléchissez pas, il est en insuffisance respiratoire, vous donnez un antibiotique. D'accord? Troisième situation maintenant, plutôt troisième pathologie, c'est la pneumonie. La pneumonie, en termes de fréquence, ça ne représente que 5, maximum 10% de toutes les infections respiratoires aiguës. Le plus souvent, elle est communautaire, c'est-à-dire qu'on va
cette pneumonie, c'est une pneumonie qui va être acquise à l'extérieur de l'hôpital ou dans les 48 premières heures d'une hospitalisation. Elle doit toujours être considérée comme d'origine bactérienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, le germe qui tue, c'est généralement le pneumocoque. Quand on meurt d'une pneumonie, c'est essentiellement le pneumocoque. On va voir la légionellose aussi. Bon. Et à partir du moment où on ne sait pas, à partir du moment où c'est mortel, on considère que tout le monde fait une pneumonie bactérienne. Et donc, ici, ce ne sera pas les 0%, ni les 50%, on passe directement à 100%. Donc retenez 0, 50 et 100%. Alors, qu'est-ce que vous faites chez votre patient? Votre patient, vous l'étiquetez comment? On l'avait vu, on est bien devant une infection respiratoire, elle est basse, et puis, quel type? Est-ce que c'est une bronchite? Probablement pas, puisque vous avez des crépitants, ça n'est pas une exacerbation de BPCO, donc forcément, vous êtes dans la pneumonie. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites une formule, numération sanguine, une radiographie thoracique, une CRP, un examen cytobactériologique des crachats, ou alors aucun examen n'est indispensable pour faire le diagnostic? Vous faites une radio. Mais on va commencer déjà par la formule. Pourquoi vous ne faites pas la formule? Vous la faites, vous ne la faites pas? Vous faites la formule? Oui. Indispensable? Oui. Qui dit oui, qui dit non? Très vite. Non. D'accord. Non. Oui. Ouh là là. Il va nous donner son... En fait, elle n'est pas indispensable. Elle n'est pas indispensable. Vous êtes devant un malade. Qu'est-ce qu'elle va vous ramener, la pneumonie? La formule, qu'est-ce qu'elle va vous ramener? Elle va vous dire quoi? Une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile? Elle n'est pas constante. Elle n'est pas constante. Donc si vous la faites et que vous ne l'avez pas, est-ce que vous allez exclure le diagnostic de pneumonie bactérienne? Non. Donc on est en train de parler de la pratique de tous les jours, d'accord? Je ne suis pas en train de faire le cours théorique. Je suis devant mon patient, en consultation. J'ai une clinique et j'essaie de me débrouiller pour voir si je dois retenir ou pas le diagnostic que j'ai évoqué. Donc la formule n'est pas indispensable parce que de toutes les façons, elle peut être normale. Elle peut être positive. Vous pouvez avoir 20 000 blancs. Quand vous avez un pneumocoque, très souvent, vous avez une hyperleucocytose à 20 000 blancs avec une polynucléose très élevée, c'est clair. Donc, elle n'est pas indispensable. Deuxième, radiographie thoracique. Oui, c'est elle qui va confirmer le diagnostic de pneumonie. Mais est-ce que vous devez toujours confirmer le diagnostic de pneumonie? Est-ce que c'est indispensable de le confirmer? Ça peut exister, effectivement. La symptomatologie a commencé il y a à peine 2 jours, mais généralement, quand vous avez des râles crépitants, vous avez une opacité. Donc vous avez déjà la traduction. Les râles crépitants sont la traduction de ce que vous allez avoir sur la radio. D'accord? Mais moi, mon souci, c'est sur le plan pratique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un laboratoire de radiographie immédiatement devant vous, vous allez donner au malade un bon, il peut revenir comme il peut ne pas revenir. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, est-ce qu'elle est indispensable? Quand vous avez un foyer de râle crépitant, avec une clinique très évocatrice, autant que possible, vous confirmez votre diagnostic par une radiographie. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Vous pouvez retenir votre diagnostic si vous n'avez pas la possibilité de faire une radiographie sur place. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'évolution d'une pneumonie est imprévisible. Et si vous prenez du retard à mettre votre malade sous traitement, vous risquez finalement d'être confronté à une évolution très défavorable. Rappelez-vous, pneumonie, ça peut être mortel. Donc, c'est vrai qu'il est conseillé, il est recommandé autant que possible de confirmer le diagnostic par une radiographie,
Mais si vous avez votre contexte clinique qui est très évocateur, avec un foyer d'oral crépitant qui est récent chez une dame, vous voyez, qui n'a ni comorbidité ni rien du tout, vous pouvez d'emblée retenir le diagnostic et mettre votre malade sous traitement. Et la mise sous traitement ne doit pas dépasser maintenant 8 heures, le grand maximum, c'est 8 heures après le diagnostic. Donc c'est dans les 8 heures que ça doit se passer. Alors, du coup, si vous donnez une ordonnance, le malade peut mettre 24 heures pour aller acheter ses médicaments. Donc ne retardez pas encore plus la mise sous traitement. Un examen cytobactériologique des crachats. Pourquoi ? D'abord pour des raisons pratiques. Il n'existe pas n'importe où. C'est pas facile de faire un examen bactériologique des crachats. Il n'est pas disponible. Et puis quand il est disponible, c'est un examen qui est très difficile. On vous a parlé du recueil déjà du crachat qui n'est pas facile, du transport également. Et puis quand on a tout ça, la rentabilité n'est pas très bonne. Vous avez 50% de résultats positifs dans une pneumonie, hein, quand c'est bien fait. Donc c'est la raison pour laquelle ces patients-là, qui a priori n'ont pas de signe de gravité, il n'y a aucune raison d'aller leur faire des examens cytobactériologiques. Et vous allez voir que le traitement devient un traitement probabiliste. On n'a pas besoin de la mise en évidence du germe. Aucun examen n'est indispensable pour faire le diagnostic. Oui. Donc si vous avez la possibilité de faire la radio, tant mieux. C'est vrai que c'est mieux, on est plus à l'aise avec une radio, on est plus rassuré avec une radio. Mais si vous n'avez pas la possibilité, il est accepté justement de faire le diagnostic de pneumonie sur la base de, en tout cas pour un médecin généraliste, c'est un peu, on verra pour le spécialiste dans la discussion après. D'accord ? Tout le monde est d'accord ? Ah oui, la CRP. Pardon ? En fait, il y a deux. C'est en fonction de vos possibilités sur le plan pratique. D'accord ? Si vous avez la possibilité de faire la radio, c'est mieux de travailler avec une radio. Mais si vous n'avez pas la possibilité de faire une radio, ne retardez pas le diagnostic de pneumonie chez un sujet, quel que soit son état au moment où vous le recevez, y compris quand il paraît en bon état. Alors la CRP, la CRP, vous savez que bon, on vous a montré que dans une infection bactérienne, ce qui peut faire la différence, c'est que la CRP est élevée. Donc généralement, j'ai mis vous allez voir qu'après, j'ai mis une truc limite. Hein. La CRP, c'est bon, ça peut faire le diagnostic, mais généralement dans les cas difficiles. Je prends l'exemple, en fait, moi, dans ma pratique, là où je demandais le plus une CRP, on peut la demander pour deux raisons. Mais là où je demandais le plus le CRP, c'est quand on s'entendait pas avec le cardio. C'était des gens qui avaient des comorbidités, en particulier des comorbidités cardiaques. Alors, ils faisaient une pneumonie, on nous disait, mais... Enfin, ils faisaient plutôt, pour nous, un OAP. Et les cardios disaient non, c'est une pneumonie. Pas de fièvre, parce que c'était des sujets âgés. D'accord ? Donc quand il y a une difficulté par rapport au diagnostic, c'est vrai que la CRP peut aider. Et donc quand j'ai une insuffisance cardiaque, j'ai pas une CRP très élevée, alors que si c'est une infection bactérienne, c'est ça qui va m'orienter vers le diagnostic. Sans compter la clinique, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais dissocier les examens de la clinique. Donc CRP, dans les cas difficiles, mais en fait, dans les cas faciles, vous n'avez pas besoin de cette CRP. Alors voilà les résultats de vos patients. 11 500 blancs avec 77% de polynucléaires neutrophiles. Mais généralement, la limite supérieure des blancs, c'est autour de 10 000. Donc vous voyez que 9 000, 10 000, on est ni, voilà, on n'est pas, c'est pas vraiment une hyperleucocytose très franche. La CRP est à 26 mg par litre. L'examen cytobactériologique, alors quand on a dit que c'était un examen difficile. Et vous voyez, la difficulté en fait, c'est de s'assurer de la qualité des crachats que vous avez. Donc ça passe déjà, avant d'aller faire l'examen bactériologique, il faut passer par l'examen cytologique. Et vous ne pouvez analyser un crachat que s'il répond à ces critères, c'est-à-dire des cellules épithéliales supérieures à 10 par champ, associées à 5 polynucléaires par champ. Et puis malheureusement chez notre patient, j'ai fait exprès de mettre flore polymorphe pour vous dire que c'est pas tous les jours qu'on a un résultat positif. La radio, je ne sais pas si vous voyez de loin parce que c'est amputé, non? Alors, la radio, qu'est-ce qu'elle vous montre?
Bon, l'opacité de la base droite, de quel type? De type alvéolaire, ça c'est les pneumologues qui parlent, avec, vous pouvez deviner aussi un bronchogramme aérique. Donc c'est réellement une opacité de type alvéolaire. J'ai pas de profil, donc j'ai mis, j'ai pas voulu mettre très vite cette plaque, mais je me suis dit de toutes les façons, ils sauront que c'est une pneumonie alvéolaire. Donc vous avez la pneumonie de type alvéolaire, avec bronchogramme aérique ou sans bronchogramme aérique. La pneumonie interstitielle, je vais vous montrer les images. Est-ce qu'il y a des généralistes? Il y en a beaucoup, là? Très bien. C'est clair, vous suivez? Pas de problème. D'accord. Oui? Non, attendez, je vous demande si jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? D'accord. Donc j'avance maintenant. Je vais vous montrer les images de pneumonie interstitielle, justement. Vous avez donc pneumonie interstitielle. Il faut savoir que sur le plan radiologique, on classe nos pneumonies en 3 catégories. Quand il s'agit d'une pneumonie, la pneumonie alvéolaire, avec ou sans bronchogramme aérique, peu importe. La pneumonie interstitielle, c'est l'interstitium, on n'est plus dans les alvéoles, on est dans l'interstitium. Et puis la bronchopneumonie, bronchopneumonie, c'est d'une manière générale une atteinte pulmonaire, d'accord, mais qui est plutôt, bronchopneumonie, vous avez des nodules, il y a aussi une petite atteinte au niveau des bronches, mais un peu périphérique. Et puis vous avez cette atteinte aussi qui est pratiquement en patch, donc disséminée. Ça n'est pas une seule plage, c'est plusieurs plages en même temps. Donc, voilà à peu près ce que ça vous donne. Alors là, avant de parler de... Moi, je vois très mal. Alors, l'image de droite, ma droite, moi, elle correspondrait à quel type de pneumonie? L'image de droite, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez quand même, il y a des nodules qui sont un peu distribués de façon hétérogène, hein, soit d'un côté, soit des deux côtés. Vous pouvez avoir dans un seul unilatéral ou bilatéral. La première pose problème, par contre. C'est réellement une pneumonie, mais pourquoi elle poserait problème? La première radio, quelle est la différence entre ce que je vous ai montré tout à l'heure et celle-ci? Première différence, c'est que celle-ci est systématisée déjà. Mais elle est systématisée, et dans cette systématisation, il y a quelque chose qui nous gêne. C'est quoi? La scissure est attirée. Hein, donc véritablement, ça peut arriver, et quand ça arrive, ça peut effectivement poser des problèmes de diagnostic différentiel. Donc vous êtes bien devant une pneumonie donc, avec un bronchogramme aérique, mais simplement, il y a une ascension de la scissure. Et attention, alors, le bronchogramme aérique, si on dit atélectasie, c'est pas tout à fait ça, parce que dans une atélectasie, sauf une atélectasie, comment on dit, partiellement aérée, hein, ou alors atélectasie partiellement aérée, ou alors carrément dans une pneumonie, vous pouvez avoir effectivement une petite ascension. Hein, mais c'est assez... Alors on a plutôt l'habitude d'avoir une courbure de la scissure, comme dans les cas de pneumonie à Klebsiella, d'accord? Alors qu'ici, on a plutôt... Mais c'est réellement une pneumonie chez ce patient. Donc bronchopneumonie d'un côté et pneumonie alvéolaire de l'autre. Alors, la pneumonie interstitielle, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. La pneumonie interstitielle, le plus souvent, c'est le cas des pneumonies virales. Alors, pneumonie interstitielle, à l'époque, on disait c'est viral, c'est mycobactérie atypique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il n'y a pas de type spécifique pratiquement à un germe. N'importe quel germe peut donner n'importe quel type radiologique. Alors qu'à l'époque, on se disait, tiens, si c'est interstitiel, je suis sûr que c'est un atypique. Si c'est alvéolaire, je suis sûr que c'est le pneumocoque, par exemple. Ben ça n'existe plus. Donc vous avez pneumonie interstitielle avec, c'est l'interstitium. Donc au lieu d'avoir des opacités alvéolaires, vous allez avoir des opacités réticulées qui vont généralement de la base du sommet, du île vers la base, mais ça peut être étendu et ça peut être disséminé à l'ensemble des deux poumons. Donc vous pouvez avoir toutes les possibilités par rapport à l'étendue et par rapport à la topographie.
Le professeur Nahel va vous faire quelque chose cet après-midi. Je pense qu'il y a des pneumonies dedans. Très bien. Donc il a essayé de coller au thème. On va vous détailler l'image radiologique des pneumonies. Alors là, c'est pour le spécialiste. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'OAP pose problème. Regardez cette image d'OAP. Quand ça survient, c'est le sujet âgé. Le radiologue va vous dire, écoutez, moi je sais pas, moi j'ai examiné mon malade, il n'a aucune raison de faire un OAP, et il a des opacités bilatérales, étendues, voilà. Ça peut être un diagnostic différentiel de pneumonie étendue. La tuberculose, ça peut être aussi un diagnostic différentiel de pneumonie. De la même façon, quand vous avez une opacité vers le bas, je ne sais pas si vous voyez d'en haut, vous voyez l'opacité qui est dans le coin, donc ça peut être un infarctus pulmonaire. Et ça peut ressembler à une pneumonie. Vous pouvez avoir également, donc vous avez la tuberculose, vous avez une hémorragie alvéolaire, c'est rare que vous l'ayez, le cancer pulmonaire, l'image à droite peut poser aussi un problème de diagnostic différentiel. Et d'ailleurs, ça peut être associé. Vous pouvez faire découvrir un cancer après une pneumonie. Alors, tout ça, c'est un diagnostic radiologique. N'oubliez jamais qu'on ne tient pas compte uniquement de la radio. La radio, c'est un soutien. Elle vient effectivement vous confirmer le diagnostic, mais toute seule, elle ne fait pas le diagnostic de pneumonie. D'accord? Vous avez obligatoirement besoin de la clinique. Donc, à la fin, c'est quand j'ai exploité ma clinique, quand j'ai bien interprété ma radio, que je vais me permettre de faire le diagnostic de pneumonie. Et si j'ai un doute, si je suis un médecin généraliste, je n'hésite pas très vite à aller soit demander un avis, mais il n'est pas exclu que si vous faites un diagnostic de forte probabilité, que vous mettiez votre malade sous traitement et que vous envoyiez ensuite vers le spécialiste. Parce que là encore, quand vous orientez votre patient, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver chez le spécialiste. Il peut mettre une journée comme il peut mettre un mois. Alors donc voilà, on a fait notre diagnostic de pneumonie sur le plan clinique, on l'a confirmé par la radiographie. Maintenant,